Belles âmes, et voilà, nous sommes en octobre et dans le rendez-vous des belles âmes inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Garnier, une experte reconnue dans son domaine, et nous allons discuter de son parcours, de ses expériences et surtout de ses conseils précieux. Restez avec nous car cette conversation promet d'être inspirante, enrichissante et pleine de surprises. Bonjour Virginie. Bonjour Aurore. Je suis extrêmement heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Eh ben moi aussi, figure-toi. Tu fais partie des âmes inspirantes que j'ai choisies, Mm. de par ta personnalité, de par ton parcours, de par ton activité. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui avec toi. Est-ce que C'est un tu, honneur, merci en tout cas pour cette introduction. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous Oui, dire qui tu es? Parce que moi, je sais qui tu es, mais les personnes qui nous regardent ne te connaissent peut-être pas forcément. bien, bien, bien. Bah écoutez, je suis Virginie Garnier, accompagnante depuis plus de 20 ans. Et depuis 2022, je me suis spécialisée dans les problématiques de l'intime au niveau relationnel, essentiellement amoureux, affectif. Et j'accompagne aujourd'hui des hommes, des femmes, des couples dans leurs questionnements et leurs problématiques intimes, donc sexuelles, relationnelles, de communication, voilà, l'intimité au sens large du terme. Très, très bien. Peux-tu nous partager ce qui t'a conduit à devenir ce que tu es aujourd'hui? Oui, déjà ma vie perso, ma vie personnelle de femme, l'évolution de ma propre intimité, de ma perception de ma féminité, du sentiment d'être femme, d'être de plus en plus femme épanouie, d'être de plus en plus libérée dans, dans l'expression de ma féminité, mais aussi de mon désir, de ma propre sexualité. Voilà, issue d'un mariage et d'un divorce, j'ai déconstruit, reconstruit Mmh. certaines choses dans mon parcours. Euh, Pas tout, il y a des choses précieuses que je garde aussi aujourd'hui en lien avec la relation amoureuse que j'ai connue avec le père de mes enfants. Mais voilà, tout ça a fait que j'ai développé en fait un autre regard sur l'intimité, sur la sexualité au féminin, et l'envie de partager ça. J'ai soigné aussi des blessures, hein, des traumas, issus de mon adolescence, notamment en lien avec la sexualité. Et, euh, et aujourd'hui, ben, je partage ça, je partage cette capacité à accompagner l'autre aussi dans la réparation de ses traumas, dans son processus de transformation et de libération dans son être, dans son corps. Voilà ce qui m'y a amené. Et professionnellement, comme je suis une accompagnante, Mmh. c'est venu aussi comme une évidence. Voilà. Quelles sont les valeurs ou convictions profondes qui te guident dans ton travail aujourd'hui? Eh bien, la première, je l'ai citée, c'est le désir le désir d'accompagner dans la transformation, la réparation des traumas. Donc, c'est une valeur de guérison, en fait, en tout cas, une Mmh. valeur de transformation, processus de transformation, la valeur du lien, être en lien, euh, accompagner les couples à renforcer leurs liens, à assainir leurs liens, à pacifier leurs liens. Donc la valeur de l'unité. Mmh. Euh, Déjà, c'est deux bonnes valeurs qui m'orientent. Oui, la valeur de la transmission aussi, parce que ce que j'ai reçu, même si j'accompagne pas les mêmes histoires que la mienne, ça c'est logique, mais je pense que j'ai reçu des beaux cadeaux de la vie aussi en termes de réparation, de guérison, et j'ai envie de le transmettre. Mmh. Pourquoi tu penses que
beaucoup de femmes se coupent de leur corps et de leur énergie vitale? Bah, déjà, les traumas, hein, les viols, les Mmh. agressions sexuelles, parfois même ça peut être ce qu'on appelle un viol scopique, ce qu'on a vu à un moment donné dans notre existence qui fait que il y a quelque chose qui se raidit, qui se fige en lien avec la sexualité. Euh, Ça peut être ce qu'on a entendu euh, Mmh. parfois, qui peut aussi nous abîmer. Et aussi les représentations que l'on a de son propre corps, de la sexualité, de l'intimité, de l'homme, suivant l'éducation qu'on a reçue. Mmh. On peut aussi très bien, par exemple, avoir une mère très défiante vis-à-vis de l'homme, Mmh. fais attention, habille-toi convenablement parce que l'homme, le regard de l'homme est menaçant, etc. Et ça construit la femme dans un rapport à l'homme menaçant, en fait, pas suffisamment apaisé. Donc, elle peut aussi s'interdire de déployer sa féminité, de se sentir et se faire belle, etc., pour des raisons liées à ce type de croyances. Des croyances religieuses également qui peuvent euh, interdire certaines choses dans l'intimité sexuelle et de ce fait couper aussi l'élan de vie à ces endroits-là. Euh, et le lien à son propre corps, la relation que l'on a avec notre propre corps, comment on le soigne, comment on en prend soin, euh, comment on le perçoit. Parfois, on a une représentation de soi qui n'est pas juste. Mmh. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si tu connais cette pub, cette ancienne publicité de Dove. Oui. Ah, elle est géniale. Elle est géniale. Pour ceux qui ne la connaissent pas, allez voir, euh, je sais plus comment elle s'appelle, publicité Dove sur l'estime de soi, il me semble. Et c'est des personnes qui décrivent leur portrait à un dessinateur qui ne les voit pas. Et donc, il dessine un premier portrait sur la description donc orale que font les personnes d'elles-mêmes. Ça donne un dessin. Et puis ensuite, il renouvelle l'expérience cette fois-ci en découvrant, en regardant, en observant ces personnes-là. Il les dessine en live et ça fait un deuxième dessin. Et en fait, le premier dessin montre des personnes qui sont moins attrayantes, moins belles, entre guillemets, avec des traits plus fatigués ou plus dépressifs, etc. Et l'autre portrait montre des personnes beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus agréables à regarder. Voilà, donc ce qui veut bien dire que très souvent, on a une perception de nous-mêmes, une estime de nous-mêmes qui est erronée par rapport à la réalité et ben, On a une perception du corps qui est moins complètement. attrayante. Ouais. Oui, ouais, ouais. C'est marrant parce que on a exactement la même chose quand on fait en sophrologie, par exemple, quand on doit commencer par donc les exercices de respiration dynamique. On a une perception de son corps qui est complètement différente de la réalité. Oui. Et ne serait-ce que de se mettre debout et de dire à la personne qui est en face de toi, écarte tes pieds à la largeur de ton bassin. Généralement, la personne, elle se trompe. Soit elle va écarter, elle va écarter trop ses jambes, alors ou les serrer trop. Exactement. Donc la perception de nous-mêmes de notre propre corps est complètement faussée. Oui. Donc c'est très intéressant ce que tu dis. Et ça se rejoue dans la sexualité aussi. Exactement. Suivant la relation qu'on a, l'estime qu'on a de son propre corps, il y a des personnes qui ne parviennent pas à exposer leur nudité à l'autre. Oui, puis il y a des choses que nous, on a il y a des choses que nous, on a du mal à apprécier, à aimer, que l'autre va tomber follement amoureux. Oui. Pour moi, personnellement, je parle pour mon cas, moi, j'ai des rondeurs et c'est une chose que j'ai beaucoup de mal à accepter. Du coup, je me dis, mais les hommes que j'ai pu côtoyer ou la personne que je côtoie actuellement, je me dis, mais comment elle peut aimer ça? C'est quelque chose qui, moi, me repousse. Et comment il fait pour aimer ça? Donc, du coup, leur regard nous met en confiance, nous met, c'est ce qui peut nous aider à nous aimer.
Oui, J'ai euh, j'aime bien j'ai ce que tu dis, oui. j'ai Mm. un ami photographe qui, lui, a une perception de la femme extrêmement belle Mm. et il aime que les femmes rondes et Eh en oui, chair. eh oui. Et j'ai beaucoup appris avec lui parce qu'en fait, il fait de la photographie, on va dire, thérapeutique, Mhm. dans le sens où toutes les personnes qu'il va prendre en photo, c'est pour leur montrer réellement, il va nous prendre d'une manière qui va nous mettre en valeur, de par les lumières, de par nos positions, de par... Oui, Et du coup, quand on voit ces photos, après, je suis, oh la vache, mais ouais, en fait, je suis pas ouais. mal, en fait. Eh oui, Et j'aime beaucoup son approche et j'aime beaucoup ouais. son travail. Ah oui, c'est thérapeutique comme tu dis Ouais, et c'est fou comme beaucoup de choses relèvent de notre perception, une exactement. manière de voir les choses. C'est ça. Et du coup, il faut changer, c'est ce qu'on dit souvent, hein, il faut changer pour avoir une bonne ou autre perception, il faut changer le sens, il faut changer de Voilà, vision, il de faut également vision. changer également de... Exactement. Et là, on vous donne une clé, notamment pour la sexualité. Et le côté, je me coupe de mon désir ou de mon corps ou de ma propre sexualité. Notre propre présentation de la sexualité va influer directement sur l'épanouissement ou non que l'on va s'autoriser dans la sexualité. Mm. Voilà. Donc si pour une quelconque raison liée à un trauma, à des messages verbaux, non verbaux divulgués par des parents ou d'autres personnes de l'environnement, on s'est dit que la sexualité c'était sale, Mm. Forcément. forcément, on va pas ni investir le sujet, Mm. ni s'autoriser à ressentir du plaisir et à tout ça, à explorer tout ça, à s'explorer. Mm. Voilà. Et du coup, pour toi, quels sont les petits gestes ou rituels que la femme peut-elle intégrer au quotidien pour commencer à se reconnecter à elle-même? Ah bah, je vais vous le faire, le geste. Rien que ça. S'asseoir Ah oui, et puis, la posture. toucher en conscience sa zone pelvienne, le bas du ventre et son pubis. Respirer et dans cette intention d'amour, en fait, laisser cette main-là posée sur cette région très féminine, cette zone du corps très féminine et à la fois aussi très maternelle. Mm. Voilà, et honorer euh, dans le silence, mais en conscience, cette zone-là. Déjà, rien que ça, c'est s'administrer de l'amour, Ouais. s'autoriser à ressentir un toucher conscient d'amour, un autocontact. Mais ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place comme des rituels en tant que femme tous les jours. Une main posée sur son cœur, même sur sa poitrine. Hein. Je suis tombée un jour sur une formatrice, animatrice en développement personnel qui intervenait aussi auprès des femmes à ce moment-là. J'ai trouvé ça génial, qui nous a dit, mais n'hésitez pas aussi à poser vos mains comme ça sur votre poitrine parce que ce sont des antennes. Voilà, c'est avoir cette conscience que notre corps nous parle et c'est aussi commencer à se mettre en contact avec son propre corps. Mm. Donc voilà ce que la femme peut déjà de manière très spontanée, ça ne demande pas d'effort, c'est C'est se remettre en être contact, ouais, se remettre en contact avec c'est elle-même. ça, en conscience. Euh, Après, on peut aller plus loin, hein, le mouvement du corps. Un trauma va amener un figement. Mm. L'inverse du trauma, du coup, enfin la vie est mouvement. Donc pour sortir d'un trauma, l'idée c'est de remettre du mouvement. Comme l'antilope avec le lion, Mm. j'adore cette image. L'antilope, quand elle se fait pourchasser par le lion, elle peut très bien choisir de faire la morte. C'est ça. Mm. Ça marche parce que le lion, il supporte pas le lion, la lionne hein, d'ailleurs, hein, Ouais. de chasser une proie morte. Donc ça marche, le lion s'en va, l'antilope se relève, mais pour ne pas rester engluée dans son trauma, elle se secoue avant de continuer son chemin. Et nous, très souvent, on n'a pas appris à faire ça, en fait. On a un choc émotionnel, une charge émotionnelle très forte. Notre environnement,
il n'est pas forcément au courant ou il ne veut pas nous accompagner là-dedans. Donc, on va rester seul avec son trauma pendant des années et donc figé à cet endroit-là. Et donc, l'idée, c'est de se remettre en mouvement. Donc, à toutes ces femmes, c'est mon invitation aussi, c'est de ne pas hésiter à, au quotidien, remettre en mouvement votre corps. Voilà, que ce soit la marche, de la danse, une pratique autre corporelle, peu importe. À partir du moment où ça correspond aussi à un centre d'intérêt, mais voilà, qu'il y ait du plaisir avec, et de se remettre en mouvement. Et puis ces autocontacts, déjà pour moi, c'est énorme de faire ça. Hein. Mais même ça, voilà, de se retoucher comme ça, le visage, c'est se donner de l'amour. C'est se donner de l'amour et puis aussi la conscience qu'on est dans une enveloppe corporelle, qu'on a un corps, des limites. Hein, donc c'est apprendre à redéfinir ses limites, ses contours avec soi et avec l'autre aussi. Tout à fait. Hein. Tout à fait. D'après toi, qu'est-ce qui a changé on peut rester dans la perception de la. D'après toi, qu'est-ce qui a changé dans la sexualité à 10-20 ans? La société de consommation. Ouais. La grande différence, je pense, d'avec peut-être plus 30, 40, 50 ans, mais c'est que aujourd'hui, on est dans une société française, en tout cas, je parle là, parce qu'il peut y avoir aussi un aspect culturel avec la sexualité. Tout à fait. Mais là, en France et en Europe, on a libéré beaucoup de choses dans la sexualité, bon, y compris aussi avec la libération, l'émancipation de la femme. Ouais. La montée du féminisme, la remise en question du modèle patriarcal. Donc tout ça fait qu'il y a une sexualité qui est plus libérée aujourd'hui, concrètement. En tout cas, déjà, on peut le voir dans certaines générations. Mais c'est pas une généralité non plus. Hein, voilà, c'est global, là, ce que je dis, mais c'est pas une généralité, parce que sans quoi mon métier n'existerait pas. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de souffrances liées avec la sexualité. Et sexualité libérée a aussi, pour le coup, des extrêmes. Exactement. Voilà. Et quand on n'a plus aucune limite, ou quand on se dit qu'on peut tout expérimenter entre 15 et 25 ans, and so what après, qu'est-ce qui se passe après 25 ans si on a soi-disant tout expérimenté. En fait, voilà, la société d'aujourd'hui qui appelle à consommer a forcément influé aussi sur la sexualité qui, parfois, devient une sexualité de consommation. Ouais, et banalisée. Et banalisée. Voilà. Et ce que j'aime dans mes accompagnements, c'est aussi remettre du sacré dans l'aspect intime, dans la sexualité. Peu importe en fait le choix du modèle de couple, le choix du modèle relationnel de la personne, peu importe sa dynamique actuelle, qu'elle soit dans un couple exclusif ou dans un format plus polyamoureux ou plus aventurier, non durable, etc. J'ai envie de dire, ça c'est son chemin, mais ce qui importe, c'est que ce soit quand même fait de plus en plus en conscience. Voilà. Que quand on partage une intimité avec l'autre, dans le corps, dans l'esprit, et le cœur est plus ou moins associé, mais bon, une sexualité sacrée implique le cœur quand même. C'est que l'important, c'est qu'il y ait le lien de présent à l'autre, à soi, et une conscience de son propre corps, une conscience du corps de l'autre, et que tout se fasse dans une harmonie. En fait, dans l'idéal, c'est ça en fait, c'est que ce soit harmonieux, ou si ça l'est pas, qu'on apprenne et qu'on réajuste, mais voilà, en conscience encore une fois. Tout à fait. Quel lien fais-tu entre sexualité et estime de soi? Ah oui. Eh bien, on en a parlé un petit peu tout à l'heure d'ailleurs, et je parlais plus de l'image de soi que de la sexualité. Mais forcément, plus on va avoir de l'estime de soi, de son propre corps, de son être, de ses atouts, de ses valeurs, de sa lumière, mais même aussi de ses ombres. Plus on accueille, on embrasse ça à l'intérieur de nous,
plus on se libère dans la sexualité, plus on est OK avec le fait de se dévoiler à l'autre, d'exposer sa propre vulnérabilité, hein, parce qu'on est en confiance. Plus on a un lieu de sécurité aussi à l'intérieur de nous qui fait que on va pas dépendre toujours du regard de l'autre pour s'autoriser le plaisir, s'autoriser la montée du désir, s'autoriser des expériences, s'autoriser de la créativité, voilà, tout ça. Donc, plus on a une juste estime de soi, plus l'espace d'intimité sexuelle est un espace de confiance et de jeu, de sécurité. Voilà, pour moi, je l'associe aussi à la sécurité au final. Mais plus on a de l'estime, plus on se sent aussi sécure dans qui on est. Et donc, moins dans des schémas souffrants de « et si je fais ça » ou « et si je montre mon ventre qui a plein de vergetures parce que j'ai eu des grossesses et que bah voilà, c'est des marques à vie. Bah si j'ose le montrer, voilà. Est-ce que l'autre ne va pas être choqué de voir ça, etc. Non, quand on se réconcilie pleinement avec son corps, on se dit peu importe quelque part le regard de l'autre, mais d'ailleurs, pas peu importe, c'est que le regard de l'autre, il ne peut être que bienveillant. Voilà ce que j'ai envie de te dire, c'est que si mon corps aujourd'hui, avec ses marques, avec son histoire, ne plaît pas à l'autre, c'est que c'est pas la bonne personne. Voilà. Là, C'est marrant parce que j'allais justement y a dire pas ce de- mot-là. ouais. J'allais dire histoire. C'est vrai que la vergeture, ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de. Ouais. C'est que tu as eu la chance d'enfanter et ces traces-là, c'est la trace de. C'est voilà, c'est Oui. cette beauté-là, c'est ton histoire, quoi. C'est Donc ça. la personne C'est qui la est en marque de face, mes enfants, c'est la marque de mes entrailles, de c'est ma ça, maternité. Et c'est ça. puis parfois, ça peut être la marque d'autre chose Ouais. aussi. Mais c'est OK. Mm. Parce que notre enveloppe corporelle est là pour nous porter, pour nous accompagner. On C'est vit ça. avec elle. C'est notre Et véhicule. c'est ça. Mm. Ouais. Tellement, tellement de choses à dire là-dessus, hein, Ouais. franchement. J'ai envie de dire aussi, à libérer dans l'expression artistique, que ce soit avec la photographie, la sculpture, Ouais. la peinture, tellement de... Ouais, c'est un sujet passionnant. Mm. Le corps, l'estime de soi et la sexualité avec le corps. Peut-elle transformer une blessure intime ou une culpabilité en source de puissance personnelle? Kintsugi. Oui. Comment transformer ses blessures en or. Ouais. Ouais. On a tous cette capacité, cette puissance de transformation à l'intérieur de nous. Après, il faut appuyer sur on. C'est comment je transforme une souffrance, une ombre en lumière. Bref, Charlotte, sur une méthode qu'elle appelle la méthode alchimique. Et en fait, elle te dit que toutes nos blessures de vie, et les plus profondes, sont là pour mettre en lumière notre mission de vie. Derrière chaque blessure, il y a une mission de vie, il y a une expertise de vie. Quand on comprend ça, on se dit waouh, ok, on sort d'une fatalité et on se dit mais waouh, mais ça va être puissant. Ouais. Et comment? Je vais donner un exemple. La blessure de l'abandon qu'on a tous, plus ou moins, mais voilà, les personnes qui vont avoir une blessure d'abandon très profonde, c'est quoi la polarité lumineuse, ou inversée plutôt, de l'abandon? C'est quoi l'inverse de l'abandon? Ça va être le lien, ça va être l'adoption, mais être en lien avec l'autre, d'accord? Donc, quand on comprend les mécanismes inverses de notre blessure, on sait déjà à quoi on est appelé. Et on sait aussi que du coup, on a ce potentiel-là. On est attaqué dans nos blessures dans la vie, c'est comme ça. Pas dans nos blessures, on est attaqué dans nos talents, dans ce qu'on est appelé à transmettre à ce monde. Donc, quand on a compris ça, on sait qu'on a ça en nous. On sait qu'on a la possibilité d'être en lien, d'installer le lien à l'autre. Donc, c'est aussi accompagner sa propre guérison avec des actes. Veux-tu... moi, j'ai aussi ma spiritualité. Je me permets, le Christ, quand il dit veux-tu,
quand il pose la question « Veux-tu vraiment être guéri ?» La guérison, c'est pas virtuel, hein. La guérison, c'est pas les bisounours. La guérison, c'est un changement de paradigme. C'est un changement de mentalité, c'est un changement de comportement et c'est accompagné d'actes, en fait. Voilà, c'est très concret. Et donc, je sais plus si je réponds à ta question, mais en fait, c'est apporter, voilà, si c'est ça, c'est comment transformer, c'est avec du concret. Voilà, moi, je suis quelqu'un, j'aime la matière, donc ça peut être utiliser l'art, d'ailleurs, utiliser l'art, la peinture, l'art-thérapie pour transformer ses propres blessures en lumière, utiliser l'écriture, utiliser le chant, utiliser la danse, utiliser le dialogue avec soi, avec son enfant intérieur qui a été blessé, parce qu'on a tous un enfant intérieur. Et parfois, il s'agite, cet enfant. Parfois, il a peur d'être de nouveau abandonné. Donc, il va mettre tout en place, il va mettre en place des schémas pour ne pas perdre la personne qu'il aime, etc. Sauf que, du coup, ça crée tout l'inverse parce qu'il est agité. Donc, l'idée, c'est d'apaiser cet enfant-là. Et donc, d'être en dialogue avec lui. Il y a tellement, aujourd'hui, franchement, on est dans un monde où il y a énormément de médecine douce, d'accompagnants très, très professionnels, outillés pour nous aider, en fait, à poursuivre ce processus de transformation individuelle et collective. Hein. C'est collectif. Plus on va se guérir, s'apaiser, se restaurer, et avec soi et avec l'autre, j'ai envie de vous dire, mais moins il y aura de guerre, quoi. Enfin, moins il y aura d'enjeux de guerre politique aussi, voilà, et puis de catastrophes humanitaires. Ouais. Et le pardon aussi. Ah, c'est marrant parce que ça fait. Le pardon. Le pardon, c'est mon prochain podcast. Ouais. C'est quelque chose de. Le pardon, c'est un pouvoir, en fait, un pouvoir extrêmement. Parce qu'on le fait pour soi avant tout. Parce que la personne, quand on doit porter le pardon, on le fait d'abord. Il faut le faire pour soi d'abord, pour se dire, voilà, c'est un point final à une souffrance. Oui, c'est se libérer. Ouais. C'est une libération. Ouais. Et le pardon, il commence d'abord par soi. De dire, voilà, j'accepte ce que tu m'as fait, même si c'est quelque chose de terrible. Ouais. Je l'accepte, je le comprends, je l'analyse, je prends du recul et je suis maintenant prête à pardonner. Même si la personne en face n'est pas capable de l'entendre, de l'accepter, c'est pas ton problème, en fait. C'est ça. Tu as commencé toi-même. Puis un pardon, c'est pas mérité. Hein. C'est-à-dire la personne ne mérite pas, entre guillemets, son comportement ne mérite pas un pardon, mais c'est ça le pardon. Mais toi, tu as fait ta part des choses. C'est ça, c'est que... Et puis, on est humain. Ce que je veux dire, c'est que... C'est marrant. On est tous... J'ai envie de partager quelque chose de très personnel, là. Ouais. J'ai entrepris cette démarche il y a un mois avec ma mère, avec qui j'ai plus aucun contact depuis quelques temps. Et je m'étais dit comment je l'ai fait, pas dans le sens de reprendre contact, mais simplement pour me dire, voilà, je vais avoir 50 ans, j'ai 3 enfants, un petit-fils. C'est son choix. C'est son choix d'avoir coupé les ponts, c'est son choix. Je n'ai jamais su pourquoi, et je le saurai certainement jamais. Mais j'ai fait la part des choses, c'est-à-dire je lui dis, écoute, tu m'as fait du mal, tu t'en es peut-être pas rendu compte, soit c'est peut-être dû à ton histoire, peut-être dû à ce que tu as vécu avant, c'est pas, ça t'appartient, c'est pas quelque chose qui m'appartient à moi. Aujourd'hui, je te pardonne, quel que soit Et ça m'a libérée. Tu lui as dit en face J'ai écrit. Ouais. Et je l'ai pas eu au téléphone ni vu. Ouais. Je lui ai écrit. Donc je me suis dit, j'ai fait ma BA. Je l'ai écrit, je l'ai verbalisé, j'ai sorti mes tripes. Je lui ai envoyé.
Et je me suis sentie libérée, non pas parce que j'ai pas eu spécialement de retour et ni voilà, mais j'avais pas d'attente. Tu vois ce que je veux dire? Le pardon, je l'ai fait pour me libérer, pour me dire voilà, il y a pas de comment dire? C'est pacifié. Voilà. Ouais. Et je me dis, je l'ai fait. Peut-être que parce que c'était le moment et que j'étais capable de. Oui. J'étais peut-être pas forcément en capacité de le faire. Il y a eu tout un chemin qui t'y a amené aussi. Exactement. Oui, oui. Mais je me dis, voilà, demain je meurs, bah, Ouais. je l'aurais fait. J'aurais pas eu de regrets. Ouais, j'adore. Et, Bravo. et je pense que de toute façon, moi, je pars du principe que même dans les conflits de tous les jours qu'on peut avoir avec X ou Y personnes, je déteste me coucher le soir sans avoir régulé ça. Ouais. Parce que je me dis, demain, je peux peut-être ne pas me réveiller. Et c'est très, très juste ce que tu dis et très touchant. Et tellement vrai, mais en même temps, ça montre aussi que tu as une conscience de cette qualité et cette hygiène relationnelle énorme. Je pense que tout le monde ne se couche pas le soir en se disant ça. Et c'est beau, quoi. C'est beau et en même temps, c'est un super cadeau que tu te fais toi, que tu fais à ton âme. Bah, ça permet de dormir mieux déjà. Et oui. Parce que tu dors en paix. Et puis inversement, quand je me réveille le matin, bah, c'est la gratitude parce que voilà, on est en vie, on a ouvert les yeux, on a le soleil. Gratitude, un outil supplémentaire justement pour transformer les choses. C'est développer la gratitude, la reconnaissance pour tout ce que l'on a. Exactement. En plus, on a la chance d'être... on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on est en France, on est dans un pays plutôt sécure. Ouais. Même s'il y a de la violence, etc. Mais je veux dire, on a ce qu'il faut, quoi. On a un toit, on mange à notre faim. Rien que ces choses-là, mais d'être hyper reconnaissante à la vie pour ça, c'est... Et puis pour notre santé, pour nos relations. C'est bon de remettre aussi la gratitude au centre. D'ailleurs, en termes de vibration, elle est très, très élevée, hein, la vibration de la gratitude. Donc, ça contribue à notre processus de guérison aussi, d'être en gratitude. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, super. Que réponds-tu aux femmes qui disent ne pas oser exprimer leurs désirs? Ose. J'ai eu un bloum dans mon ventre, je ne sais pas si ça va résonner dans mon micro. C'est ton ventre qui est d'accord. Il est d'accord. Ose. Mais comment? Hein? Et déjà dans les petites choses. Commence par les petites choses. Donc, je ne sais pas, par exemple, si c'est de sourire à quelqu'un dans la rue parce que jusqu'à maintenant, tu n'osais pas, voilà, ça peut commencer par ça. Ça peut commencer par... j'ose envoyer un message à une amie que j'ai pas vue depuis longtemps, voilà, parce que je pense à elle. C'est des petites choses. J'ose m'acheter un bouquet de fleurs parce que jusqu'à maintenant, je comptais que sur les autres pour m'offrir des fleurs. Et on est tellement mieux servi par soi-même. Voilà, c'est oser avec des petites actions parce que tout changement commence par des petits changements. Tout grand changement commence par des petits changements. Donc, c'est ne pas mépriser ça. Voilà. Et de te féliciter pour chaque chose que tu as osé entreprendre aujourd'hui. Même si c'est tout petit, c'est pas forcément tout petit parce que en toi, ça a mobilisé déjà beaucoup de choses. Et si ça, c'est même pas possible, après, il y a aussi... des méthodes, des médecines douces, hein, de la sophrologie, des méthodes de méditation pour s'apaiser, des méthodes psychocorporelles, de remobiliser le corps aussi, voilà, la fluidité du corps, d'être en mouvement, de marcher, de relibérer le mouvement. Ça, là, je vous donne des petits outils pour le comment. Après, j'ai essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que la femme n'ose pas. Donc, en essayant de comprendre et de dénouer le problème. On vient de voir. Mais on en a un peu parcouru, ouais.
Quels sont les blocages ou croyances les plus fréquents que tu peux rencontrer chez les personnes que tu as dans ton cabinet? Des écarts de désir chez les couples. Il y en a un qui va avoir une libido, une envie sexuelle régulière, quotidienne, et l'autre pas forcément. Donc se jouent plusieurs choses par rapport à ça, hein. Mais là, je vais la citer. Laura Pinson a créé ce qu'on appelle les érotypes, et ça met en lumière toutes les énergies sexuelles qu'on a de différentes. Et donc, il se peut que ce soit juste une question d'énergie sexuelle, qu'il y en ait un des deux qui soit dans une énergie plus chargée en termes de désir sexuel, qu'on peut associer par exemple à l'énergie primale, qui est une énergie animale, instinctive, qui passe par le corps, et qui, quand la personne a envie, l'idéal c'est que ça se fasse maintenant, dans l'instant présent, qui peut être en face d'une autre énergie beaucoup moins chargée, sexuellement parlant, plus en lien avec la subtilité des sens, le besoin d'activer des sens pour que, les 5 sens, hein, je parle, hein, pour que le désir soit nourri, alimenté, etc. Donc, si on a deux conjoints qui ont ces deux polarités d'énergie sexuelle, bah, ça peut créer une distance et puis des écarts, entre guillemets, de désir. Et après, c'est comprendre comment fonctionne l'autre et mettre en place des choses, des ingrédients qui vont faire que le désir va pouvoir se mettre au diapason, quoi, hein. Voilà, de passer de 2 à 7 sur 10 quand l'autre est déjà à 8 sur 10. Enfin voilà, ou essayer de se mettre au diapason. Donc ça, je l'ai très fréquemment. Après, peuvent se rejouer aussi des schémas souffrants, etc. Donc là, je vais pas exposer ça comme ça parce qu'il y a tellement de complexité là-dedans. Mais l'idée, c'est d'accompagner aussi ces schémas souffrants pour les aider à se transformer, à transformer les mécanismes de fonctionnement qui sont des dysfonctionnements souffrants, mais qu'on garde parce que c'est comme ça qu'on a toujours vécu, etc. Donc c'est pareil, un processus de transformation qui se met en place en lien avec nos schémas d'enfance, hein. Nos liens d'attachement anxieux, évitants, voilà. Je rencontre des femmes qui ont encore des difficultés à s'autoriser le plaisir, qui ont du vaginisme ou des problématiques de confiance, de détente. Et ça, c'est relié à, pareil, plein de facteurs, que ce soit traumatique ou pas, mais il y en a de tous âges. Des difficultés aussi de parvenir à l'orgasme. Et comme on est dans une société qui prône la performance, l'orgasme, l'extase, etc., les personnes qui ne le vivent pas... On le prône parce qu'on nous a très longtemps mis dans le silence et n'avoir pas accepté qu'on n'avait pas le droit, en fait, à l'orgasme. Il y avait que l'homme qui avait ce pouvoir-là. Nous, on y était complètement ignorés. Donc, à partir du moment où on l'a mis en lumière, là, maintenant, absolument, nous aussi, on a le droit de jouir. Voilà. Et on le revendique. Et on a le seul organe au monde dédié au plaisir qui s'appelle le clitoris. Exactement. Et maintenant, on sait le cartographier. C'est ça. C'est ça. En parler. Mais quand la femme est dans un chemin où elle vit du plaisir, mais qu'elle n'a pas encore accédé à l'orgasme, etc., elle peut ressentir aussi une forme de pression par rapport à ce que tu viens de dire. Et l'idée, c'est déjà, dans un premier temps, de la détendre et de l'amener à explorer son corps, son chemin propre de désir et de plaisir, pour qu'elle connaisse son propre mécanisme à elle, en fait. Chez les hommes, je rencontre beaucoup d'hommes qui ont un manque de confiance dans leur capacité à performer. Voilà, encore une fois, l'injonction de la performance dans la sexualité fait que les hommes aujourd'hui sont beaucoup sous la pression. De par leur rôle, peut-être. Par
alors j'ai envie de dire aussi même de par la pornographie. Hein. Ouais, Disons aussi. les Bah, choses oui, franchement. oui, clairement, ouais. C'est vraiment La complexe. pornographie, ce n'est pas la réalité. C'est du cinéma. Prenons l'érotisme. Plutôt. Voilà, prenons l'érotisme, exactement. Mais j'ai un psychologue, je suis un psychologue sur les réseaux qui est extrêmement fort là-dessus, qui en fait réexplique aux femmes ce que pense un homme en fait. Et il s'avère que j'étais loin de savoir ça et je l'ai découvert, tu vois, maintenant, que l'homme en fait, dès le départ dans une relation, au tout début, il a une pression mais de folie. Ouais. Il se met une pression de folie parce que est-ce qu'il va réussir à pouvoir honorer convenablement sa partenaire? Et donc, du coup, psychologiquement parlant, c'est un frein. C'est parce que en fait, le but final, c'est quand même de l'honorer. Donc, il va y avoir tout un mécanisme de protection, de plein de choses qui fait que dans sa tête, mais c'est très difficile de déprogrammer ça. C'est ça. Parce que c'est aussi dans l'inconscient collectif. Parce qu'il n'y a pas qu'on effleure un homme et hop, ça y est, c'est parti. Non, dans sa tête, il y a tout un cheminement qui se fait. Et donc, du coup... parlez les hommes, dites ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous, ce qui se joue à l'intérieur de vous, à votre partenaire. Ne restez pas dans le silence et dans la solitude par rapport à ce sentiment de ne pas être capable de performer, disons les choses, d'avoir une érection pendant 5 minutes, 10 minutes, etc. On va se détendre sur le sujet, sachant que d'ailleurs une érection n'est pas conçue pour durer éternellement, hein, déjà aussi. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais votre masculinité, votre virilité est bien plus et bien au-delà de tout ça. Et on vous aime, quoi. Enfin, je veux dire, comme vous êtes, moi j'ai envie de le dire aussi. Mais ça fait partie des croyances également, c'est que l'homme, pour lui, la force est... Voilà, c'est comme ça qu'il a été élevé, qu'il a été éduqué, et les croyances qu'on lui a données, c'est qu'un homme, voilà, pour performer, il faut qu'il soit bien... faut pas qu'il pleure. Voilà, et c'est cette virilité. Il faut qu'il puisse assurer. Et en fait... c'est pas spécialement ce que nous on attend, quoi. Et alors moi, à titre personnel, je suis très sensible justement à un homme qui va assumer sa vulnérabilité, qui va assumer le fait d'exposer aussi son caractère émotionnel du moment, etc. Pour moi, ça n'enlève en rien à sa virilité, bien au contraire. Bien au contraire, ouais. Bien au contraire. Tout à fait. Il t'arrive de proposer des retraits, des bootcamps, des endroits privilégiés de reconnexion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça m'est arrivé, là il faut que je le remette en place de nouveau parce que j'ai eu une période de jachère pendant plus d'1 an, mais j'ai réalisé des stages pour femmes qui se nommaient Incarne ta puissance. Waouh. Voilà. Et je voulais en faire un pour les hommes d'ailleurs et j'ai dû annuler, mais Incarne ta puissance aussi pour les hommes, ça a du sens aussi. Et c'était chouette ces stages-là parce que ça crée un cercle de femmes, donc de sororité, un espace de sororité où on peut partager en confiance. L'histoire de l'une va être un miroir pour l'autre. Il y a des résonances comme ça dans un groupe qui sont très très intéressantes. Et mes invitations et les espaces ludiques, de jeux, etc., d'exercices que je mets en place sont là pour déjà libérer la parole de la femme et le processus de transformation par rapport à nos blessures du féminin. Hein. Voilà, donc je vais reprendre ça en main. Et je fais aussi des petits apéros sexos. Oui. Voilà, de temps en temps, qui ont pour but, donc en général, je choisis un bar où on peut créer un espace un petit peu plus intime. Et l'idée, c'est d'échanger, de débattre sur des thématiques en lien avec la sexualité. Donc là, je suis animatrice de débat. Hein, voilà, je suis pas là pour
vous apporter des informations descendantes, mais plus pour créer une effusion de paroles et de débats sur ces thématiques-là en toute liberté et sécurité. Et c'est fun. Bah, j'imagine. Hein. Ouais. J'imagine. Ça change des soirées rugby. Voilà, ça change. Et on a discuté sur justement le lien entre la sexualité et la performance, le désir au sein du couple, comment réinventer le couple ou la relation ou l'intimité avec le jeu, sur des thématiques très, très funny, quoi. Ça doit être très, très sympa. Quel message aimerais-tu offrir aujourd'hui aux femmes qui se sentent perdues, coupées de leur puissance? Ah bah d'oser, déjà, ce qu'on disait. D'assumer assumer vos ombres et vos lumières. C'est là ce qui me vient comme ça. C'est-à-dire, en fait, la puissance, c'est aussi être dans la lumière. Mais être dans la lumière, c'est en fait avoir aussi fait tout ce travail d'apprivoisement de nos propres ombres et d'avoir rencontré nos propres ombres et certaines déjà commencé à les faire entrer dans un processus de transformation, mais c'est ok, je suis ombre et lumière en fait. Et la puissance, elle est là aussi, là-dedans. C'est contenant, il y a de la substance. Je veux dire, voilà, à l'intérieur de nous, on est des êtres à multifacettes. Et pour être lumière, c'est aussi derrière avoir plongé dans ses propres profondeurs. Donc la puissance, l'élévation, pour moi, elle va aussi avec la profondeur. C'est ok, je plonge dans mes profondeurs, je vais visiter mes endroits obscurs, je vais les habiter, je vais y mettre, oui, de la lumière, voilà, mais je vais les rencontrer, ces endroits-là. Donc les blessures, mais les endroits aussi, sans pourtant que ce soit une blessure, il y a des endroits en nous qu'on connaît pas bien. Donc c'est y aller, c'est oser y aller. D'ailleurs, je rebondis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parfois, on va pas s'autoriser à vivre l'extase, l'orgasme, parce que c'est inconnu. Et que c'est une part inconnue en soi. Et qui est-ce que je vais être, puisque je connais pas cette part-là. Donc ça peut être des peurs que la femme elle a, en lien avec des parts inconnues d'elle. Donc mon conseil, c'est de s'apprivoiser aussi, mais d'y aller, d'oser y aller, parce qu'en fait, c'est magnifique. C'est-à-dire que derrière ces ombres se cache quelque chose de beau pour ce monde et pour elle-même d'ailleurs. En fait. Et puis le fait de se connaître soi-même, ça permet également de pouvoir guider l'autre, parce que si on ne se connaît pas soi-même, si on ne connaît pas ses propres désirs, ce qu'on aime, ce qu'on aime soi-même s'apporter ou qu'on nous apporte, ça permet également à l'autre qui peut-être n'ose pas ou autre, de le guider, de lui montrer. Donc ça aussi, ça se fait dans la communication et surtout dans la connaissance de soi. Absolument. Comment je peux savoir ce que l'autre va m'apporter comme plaisir si je le connais pas moi-même? Ah oui, tout à fait. D'où l'importance, pour en revenir à la sexualité, du dialogue et de parler, de communiquer avant, pendant le rapprochement intime et après. Et après, faire un brief. Voilà, exactement. Quand c'est possible, oui. Oui, et puis d'avoir cette conscience de son propre corps. C'est ça. Et qu'on a une sexualité individuelle. On a une sexualité individuelle et une sexualité avec l'autre. Mais voilà, c'est avoir conscience de ça aussi. C'est comme je prends souvent l'analogie des 5 ans, en fait. Comment connaître l'autre, comment il fonctionne dans le terme de l'amour, mais là, on est dans la sexualité, donc comment il fonctionne, quel est l'endroit que je peux explorer pour pouvoir lui apporter du plaisir, quels sont les endroits où il faut surtout pas que j'aille parce qu'il y a une blessure, parce que ça remonte à quelque chose qu'il n'apprécie pas. Donc tout ça, ça se fait. Donc voilà, c'est ce qui fait partie de la connaissance de soi et la connaissance de l'autre également. Et c'est comme ça qu'on lit également la confiance. Elle va s'ouvrir davantage. Oui, c'est un jeu qui se crée entre les deux. C'est ça. Où je commence à ouvrir une porte, l'autre va aussi ouvrir la sienne, etc. C'est ça.
Et l'intimité, pour moi, c'est le siège de la vulnérabilité sécure. C'est ça. Dans une profonde sécurité. Sans jugement en face, on accueille. Et le chemin, parce qu'on sait jamais, en fait, la sexualité, c'est aussi, je prends un chemin avec quelqu'un, l'intimité sexuelle, mais je ne sais pas où on va arriver. Et c'est donc avoir confiance dans le chemin, dans ce qu'on va aller explorer, dans ce que moi je vais explorer de mon propre plaisir, en étant en lien avec l'autre, de ce que je vais explorer de son propre plaisir aussi, désir aussi, tout ça, tout ça. Mais on ne sait pas forcément où on va, en fait. On ne sait pas où on arrive. Et c'est se débarrasser, là, en charge mentale, faut absolument que j'atteigne l'orgasme. Parfois, il y aura orgasme, parfois, il y aura peut-être pas orgasme. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai pris mon pied? Je veux dire, voilà, qu'est-ce que j'ai pu prendre du plaisir et découvrir des choses que j'avais pas encore jamais découvert sur moi, sur l'autre, sur un nous, sur... Voilà, enfin, je sais, il y a énormément de profondeur aussi dans la sexualité et l'intimité. Tout à fait. Je te poserai la dernière question parce que sinon on va rester ensemble pendant 4 heures. Ouais, bah ouais. Il y a tellement, on n'arrête pas là. Il y a tellement à dire. Ouais. Si tu devais résumer l'essence de ta mission en une seule phrase, quelle serait-elle? Alors une seule phrase, ça va être compliqué pour Virginie. Ça va être 3 mots. Mot. L'essence de ma mission, c'est de libérer, apaiser, guérir, renforcer le lien à soi et à l'autre. Voilà. Et ça passe, j'ai choisi de le faire passer via l'intimité sexuelle et l'intimité au sens large du terme. Voilà. Merci. Avec plaisir, merci. Merci, au revoir. Et merci à vous pour votre écoute. Et à très bientôt. Yes, à bientôt.